Bonjour, dans chaque association en Israël, il y a un organe qui détient le pouvoir suprême, le véritable cœur du réacteur. C'est l'Assemblée générale, qu'on appelle aussi l'AG. Mais concrètement, comment ça marche? Qui a le droit de décider? Et surtout, que se passe-t-il quand on n'est pas d'accord? Allez, on décortique tout ça ensemble. Alors, pour y voir clair, on va suivre un plan tout simple en 5 étapes. D'abord, on va définir ce qu'est l'Assemblée générale. Ensuite, qui sont les membres qui la composent. Troisièmement, quels sont ses pouvoirs réels. Puis, comment se passent les votes. Et on terminera avec un cas pratique qui arrive plus souvent qu'on ne le pense, comment on fait en cas d'égalité parfaite. C'est parti. Allez, on commence par la base. Avant de parler de qui vote ou de quoi que ce soit, il faut d'abord bien comprendre ce qu'est l'Assemblée générale. Ce n'est pas juste une réunion annuelle, non, c'est bien plus que ça, c'est vraiment le moteur de l'association. S'il y a un seul mot à retenir, c'est celui-là, souverain. L'Assemblée générale, c'est l'instance suprême. En principe, c'est elle et seulement elle qui a le dernier mot sur absolument tout. La seule exception, c'est si les statuts de l'association, son propre règlement, en ont décidé autrement. En clair, qu'est-ce que ça signifie souverain? Eh bien, ça veut dire que pour toute grande décision qui n'a pas été spécifiquement déléguée à un autre organe, comme par exemple le comité de direction, eh bien, c'est l'AG qui a la main. C'est une sorte de filet de sécurité pour s'assurer qu'aucune question cruciale n'est laissée de côté. Ok, on a bien compris ce que c'est. Maintenant, la question logique, c'est qui? Qui sont les gens qui forment cette assemblée si puissante? Qui a le droit de s'asseoir à la table, de lever la main et de voter? En fait, la composition est assez logique. Elle repose sur 2 piliers. D'un côté, on a les membres fondateurs, ceux qui étaient là au tout début, le noyau dur. Et de l'autre, on a tous les nouveaux membres qui ont été acceptés au fil du temps, en suivant bien sûr les règles d'adhésion qui sont écrites noir sur blanc dans les statuts. Très bien, mais alors qui exactement peut postuler pour devenir membre? Est-ce qu'il y a des conditions, des restrictions? Et là, surprise, la loi israélienne est en fait très ouverte. Pour faire simple, n'importe qui, âgé de plus de 17 ans, peut devenir membre. Et ça ne se limite pas aux personnes physiques. Une entreprise, qu'elle soit israélienne ou même étrangère, peut tout à fait être membre d'une association. Par contre, attention, il y a un point absolument fondamental à comprendre. Le statut de membre est strictement personnel. Ce n'est pas une action en bourse qu'on peut vendre, et ce n'est pas non plus un bien qu'on peut léguer à ses enfants. C'est une règle essentielle parce qu'elle garantit que le pouvoir de décision reste entre les mains des personnes qui sont réellement impliquées dans la vie de l'association. Bon, maintenant qu'on sait qui est présent à l'AG, voyons un peu ce qu'elle fait concrètement. Et on va voir que son champ d'action est pour ainsi dire illimité. Elle a son mot à dire sur quasiment tous les aspects de la vie de l'association. Premier grand domaine, la direction et la gouvernance. L'AG, c'est un peu l'architecte de l'équipe dirigeante. C'est elle qui décide combien il y aura de membres au comité, qui les élit, et qui nomme l'expert comptable pour s'assurer que tout est carré. Et, très important, c'est aussi elle qui détient le pouvoir, parfois difficile, d'exclure un membre ou de révoquer un administrateur. C'est elle qui construit et protège la direction. Deuxième casquette, les finances. L'AG est la gardienne du temple financier. C'est elle qui examine et valide les comptes, qui donne son accord sur les budgets à venir. Bref, elle est le garant de la bonne santé financière et de la transparence. Et pour les très grosses opérations, comme l'achat ou la vente d'un bien immobilier, c'est elle et seulement elle qui peut donner le feu vert. Et enfin, son rôle le plus fondamental, le plus stratégique. L'AG est la seule à pouvoir toucher à l'ADN même de l'association. Modifier les statuts, c'est-à-dire les règles du jeu, c'est elle. Changer le nom ou la mission de l'asso, c'est encore elle. Et prendre la décision ultime, celle de dissoudre l'association ou de la fusionner avec une autre, c'est sa responsabilité exclusive. Ok, les pouvoirs de l'AG sont immenses, c'est clair, mais une décision, comment ça se prend? Le processus de vote, ce n'est pas fait au hasard. Il y a des règles bien précises à suivre pour que chaque vote soit valable et légitime. Tout commence bien avant le jour J avec la convocation. La règle d'or, le premier réflexe à avoir, c'est de regarder ce que disent les statuts. C'est eux qui fixent le délai pour convoquer tout le monde. S'ils ne disent rien, alors la loi impose un délai minimum de 10 jours. Et il y a un détail qui n'en est pas un, l'invitation doit obligatoirement contenir l'ordre du jour, c'est-à-dire la liste des sujets sur lesquels on va voter. Aucune surprise n'est permise. Le jour du vote, le principe de base est très simple. Un membre égale une voix. Le vote est personnel, ça peut se faire de manière très classique, à main levée, ou avec des outils plus modernes, si c'est prévu. La seule petite exception, c'est le vote par procuration. On peut donner le pouvoir à quelqu'un d'autre de voter à sa place, mais attention, c'est une procédure très encadrée pour éviter toute dérive. Et maintenant, abordons le scénario que tout le monde redoute, celui qui peut paralyser une organisation. Le vote se termine par une égalité parfaite, 50-50. Alors, on fait quoi?
Imaginez la scène. Un vote super important pour l'avenir de l'association. Et le résultat tombe, pile la moitié des voix pour, pile la moitié contre. La proposition est adoptée, rejetée. Comment on sort de cette impasse? Face à ce blocage, il y a en gros deux issues. La première, la meilleure, la plus intelligente, c'est l'anticipation. C'est quand les statuts ont prévu le coup, avec une clause spéciale pour départager les voix. Mais si les statuts sont muets, alors la loi prévoit une solution par défaut. C'est la voix du président de l'Assemblée qui compte double et qui fait pencher la balance. Et est-ce que dit la loi est on ne peut plus clair, comme le montre cette citation? La règle par défaut, celle où la voix du président est prépondérante, ne s'applique que si les statuts n'ont rien prévu d'autre. Ça montre bien à quel point des statuts bien rédigés, complets et prévoyants sont la meilleure assurance contre les blocages. Alors, si on devait résumer tout ça en quelques points essentiels, que faudrait-il retenir? Premièrement, l'AG est le patron. Deuxièmement, ses pouvoirs sont immenses et touchent à tout, la direction, l'argent, la stratégie. Troisièmement, le vote est un acte personnel. Et enfin, peut-être le point le plus important, les statuts, ce n'est pas de la paperasse, c'est la colonne vertébrale de l'association. On va donc terminer sur une question. Une question simple mais cruciale. Est-ce que les statuts de l'association sont vraiment prêts à faire face à toutes les situations? Après ce qu'on vient de voir, c'est peut-être le bon moment de prendre le temps de les relire. Parce que des statuts bien pensés, c'est tout simplement la meilleure garantie pour l'avenir. Merci d'avoir suivi cette analyse.